Est-ce qu'il faut revenir sur le secteur des spiritueux et en particulier sur Diageo? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Diageo. On voit qu'il a bien dévissé depuis le plus haut à 204 $. Donc là, c'est la cotation US. Le cours a quasiment été divisé par deux. Ça a quand même bien rebondi depuis les 100 $. Est-ce que c'est le moment d'attraper le rebond? On va regarder ça. On n'a pas la publication du troisième trimestre fiscal de disponible. Donc, ce que fait Coifin, c'est qu'il prend les publications semestrielles pour le chiffre d'affaires et les divise par deux. Bon, on va dans le communiqué, on nous dit qu'on fait 5,9% de croissance en publié, en organique. Donc ça, c'est bien. Si on se met on va se mettre sur 12 mois glissants, on va avoir un taux de croissance sur 10 ans, on est à moins 6,6. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt parce qu'il y a un changement de périmètre. Mais sur les 12 derniers mois glissants à décembre 2024, on était à 7,38. Alors en médiane, pardon, on est à moins 0,6. C'est pas flambant sur Diageo. Pas beaucoup de croissance à signaler. On a des acquisitions, mais souvent, sur les spiritueux, les acquisitions, elles sont assez destructrices de valeur, malheureusement. Donc actuellement, ce qu'on peut dire sur Diageo, c'est qu'ils sont en phase de... en séquentiel, ça réaccélère, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore sortis d'affaires. Regardez les taux de marge, plutôt stable. Alors on est sur un taux de marge brut qui est proche de la médiane à 60%, ce qui indique qu'il y a quand même un avantage concurrentiel, que Diageo a une capacité à maintenir les prix, si ce n'est à les monter. Donc ça, c'est bien. En termes d'efficience opérationnelle, par contre, ça se dégrade depuis juin 2023. On s'éloigne de la marge, de la médiane d'EBITDA qui est à 33%. Actuellement, on est à 31%, donc rien de très grave, mais la trajectoire n'est pas très engageante. Et c'est pour ça aussi que le management a communiqué sur un plan de réduction de coûts de 500 millions de dollars pour essayer d'atténuer cette chute de la marge opérationnelle. De marge nette, sans surprise, il suit la marge d'EBITDA. Donc, bon, il n'y a pas une dégradation supplémentaire, on va dire, par rapport à la marge d'EBITDA. On est juste dans la même trajectoire. Donc, bon, les marges se dégradent. Maintenant, elles sont quand même à un niveau relativement élevé. Donc, ça ne va pas se dégrader éternellement. Et puis, le bas de cycle des spiritueux ne va pas durer non plus éternellement. Donc, sur les taux de marge, on va dire que c'est relativement bien. Conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est là c'est le problème. On a la même chose sur Pernod Ricard. Il y a un trou. Et en fait, on a un BFR qui est énorme. 7 milliards de BFR. L'évolution est en plus défavorable sur la période. On était d'ailleurs en cumulé positif sur le BFR. Donc on engrangeait des variations favorables jusqu'à 2023, jusqu'à fin 2022. Et là, bam, ça s'est mis à exploser. Voilà, c'est les taux d'intérêt qui pèsent en fait. On a besoin de beaucoup de stock sur les spiritueux, parce qu'il faut faire vieillir les liquides. Donc ça a un coût de stockage. Avec les taux d'intérêt qui montent, c'est de plus en plus cher. Donc ça impacte le cash flow opérationnel. À dépenses en capital constante, ça impacte les free cash flow. On va regarder d'ailleurs la dépense en capital. Voilà, dépense en capital beaucoup plus grande que la dépréciation amortissement. Donc ça impacte tout de suite les free cash flow. Donc là, on a 18 milliards d'écart. Vous retrouvez une bonne partie de la différence. Est-ce qu'après, mais on a du other on cash item, on a pour 4 milliards. Donc non, dans ce sens-là, ça doit aider les free cash flow. Donc il manque une partie de l'explication. Allez dans le tableau de trésorerie pour savoir de quoi il en retourne. Mais pour valoriser les spiritueux en général, il vaut mieux utiliser les free cash flow parce que, en fait, pour être conservateur, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, toujours. Donc l'entreprise, ce qu'elle gagne en réalité, c'est les free cash flow et pas les bénéfices nets. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle. Rendement des capitaux investis en médiane à 13,6, ce qui est plutôt bon. Actuellement, on a 13. Alors, on n'a pas évidemment les résultats du troisième trimestre fiscal, mais bon, la trajectoire ici, elle n'est pas engageante non plus. Maintenant, on a déjà été jusqu'à du 11,5. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là, on est quand même assez rentable et suffisamment rentable pour autofinancer la croissance. Donc, normalement, ça reste convenable. Bon, mais on a quand même besoin de beaucoup de dettes pour les stocks. Donc c'est surtout le BFR en fait qui monte la dette. Alors, on va regarder l'endettement du groupe. Et là, on est endetté à 3 fois, entre 3 et 3,5. C'est beaucoup. On a 6-7 fois les free cash flow en dette nette. Bon, inévitablement, en fait, et c'est ce que a dit l'entreprise, elle va céder des actifs
et ça permettra de se désendetter. Donc bon, il y a beaucoup d'actifs qui ont été achetés trop cher, hein, beaucoup de marques qui ont été achetées trop cher, que ce soit Diageo ou Pernod Ricard, hein, et malheureusement, en bas de cycle, bah, il faut s'en séparer et il faut aussi, déprécier, amortir le goodwill, quand il y a des écarts, enfin quand, il faut des tests de dépréciation du goodwill et quand en fait, on se rend compte qu'on a acheté trop cher, ben, on passe des dépréciations et ça fait baisser les résultats nets. Bon, donc trop de dettes, hein, sur le secteur en général d'ailleurs. On va regarder la rémunération de l'actionnaire, donc ça se passe ici. Hop, on est sur un rendement d'actionnaire à 4,4 donc rachat d'actions plus dividendes. Les free cash flow, on en mange une bonne partie en dividendes, hein, donc on est presque, là on va être à 70 75 des free cash flow versés en dividendes, c'est beaucoup et en plus ils rachètent des actions, mais ils ont arrêté de racheter des actions depuis, quelques trimestres et en fait il y a plus de free cash flow pour le faire. Il faut s'attendre à ce que les dividendes, soient coupés, hein, enfin soient baissés en tout cas assez significativement sur, Diageo. La valorisation maintenant, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA vu qu'il y a beaucoup de dettes. Bon, on est décoté, mais en fait, on n'est pas si décoté que ça, hein. Si vous regardez sur 10 ans, la médiane à 16,9. Actuellement, on a 13,2. Bon, on a quand même 20-25% de décote. On est à un niveau qui n'a pas été atteint depuis 2011, hein. Donc, bon, quand même à une valorisation très basse, mais on s'est déjà traité à 9,3 fois, hein. Donc il y a encore de la marge pour que ça baisse en fait, hein, et on n'est pas encore sorti d'affaire. Donc ça rebondit un petit peu, tiens Géo. Moi je pense qu'il est encore trop tôt, mais je peux me tromper évidemment, hein, et pareil pour Pernod Ricard. Je pense que tant qu'on n'aura pas désendetté assez significativement le bilan et qu'on n'aura pas baissé de dividendes, je pense que ça sera encore trop tôt pour, revenir sur ces dossiers. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.